Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce live aujourd'hui. Donc j'ai aujourd'hui à mes côtés Noam Léandri et Julien Le Fournier. Bonsoir. Donc, merci beaucoup d'être venus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Juliette, je travaille pour le DRAN, je m'occupe des sujets européens. Et justement aujourd'hui on est en partenariat avec l'Union européenne, donc ce programme est produit avec le soutien financier de l'Union, mais le contenu aujourd'hui relève de notre seule responsabilité et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. Donc ceci étant dit, je vais laisser nos deux contradicteurs se présenter. Bonjour, Noam Léandri, moi je suis secrétaire général de l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, c'est une agence de l'État. Et je suis auteur d'un ouvrage qui s'intitule La finance verte, tout simplement, qui traite notamment de la question des obligations vertes. Bonjour, je m'appelle Julien Le Fournier. J'ai travaillé pendant 25 ans sur les marchés financiers dans 4 banques différentes. Et je suis le co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle L'illusion de la finance verte. Parfait, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc en effet, notre sujet de débat aujourd'hui, c'est les obligations vertes européennes favorisent-elles vraiment la transition écologique ? Donc pourquoi ce sujet ? Donc vous le savez, en ce moment on travaille beaucoup sur des sujets européens. Or, il se trouve que l'Union a lancé en 2020 un plan de relance qui s'appelle Next Generation EU, qui a été adopté par les 27 États. Il est constitué de 806 milliards d'euros si on l'ajuste à l'inflation. Et 30% de ce montant est censé servir à financer des projets liés au climat. Or, ces 30% de fonds, donc comment sont-ils financés ? Comment est-ce qu'on récupère de l'argent pour financer ce plan de relance ? Eh bien, en partie par l'émission d'obligations sur les marchés financiers. Et donc, 30% seront des obligations vertes qui devront servir aux États pour financer des projets liés à la transition énergétique. Donc, une obligation verte, pour rapidement revenir sur une définition, qu'est-ce que c'est ? Une obligation, c'est un morceau de dette, en fait, qui va être émise sur les marchés financiers, soit par un État, soit par une entreprise. Et donc, ça implique de pouvoir récupérer de l'argent en échange d'un taux d'intérêt versé régulièrement et d'un remboursement à la fin. Et la différence entre une obligation, entre guillemets, normale et une obligation verte, c'est que les revenus liés à l'obligation verte sont censés être liés à des projets liés à la protection du climat. Donc voilà pour ce que c'est une obligation verte. On peut rajouter que l'UE a mis en place un standard de qualité européen, on va dire, qui s'appelle European Green Bond Standard, qui est en fait certaines règles qui sont liées aux obligations vertes que les émetteurs doivent respecter. Donc ça peut comprendre des exigences en matière de transparence, notamment sur la manière dont les fonds vont être alloués pour financer les différents projets, et des exigences détaillées en matière de reporting. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir fournir des informations sur l'avancée des projets. Donc néanmoins, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les obligations vertes et la finance verte sont souvent critiquées, notamment accusées de greenwashing. Donc c'est en partie pour ça que l'Union européenne a aussi mis en place ces standards qu'on appelle aussi taxonomie pour éviter le greenwashing. Mais certains estiment que ce n'est pas suffisant. On a par exemple des débats, même au sein des partis politiques européens, sur le gaz et le nucléaire, qui sont considérés comme des énergies de transition par certains et pas pour d'autres. Or, ces produits, ces énergies peuvent être financées par des green bonds européens. Donc ça pose effectivement la question, et il y en a plein d'autres qu'on va découvrir également pendant ce débat. D'ailleurs, si vous voulez rajouter des précisions, des éléments de définition, n'hésitez pas si vous pensez que... Peut-être déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec la définition qu'on a donnée des obligations vertes ? Parce que je sais que même la définition, quelque part, fait peut-être un peu débat. Non, la définition, elle n'est pas ambiguë a priori, mais par contre, si vous avez dit quelque chose qui n'est pas juste, c'est que vous avez parlé des revenus de l'obligation qui seraient liés au projet. Ce n'est pas du tout le cas, hein, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle le use of proceeds, c'est-à-dire... le produit de l'obligation, quand elle est vendue par l'émetteur, il est utilisé pour financer un projet vert. Par contre, les revenus de l'obligation, les intérêts, en fait, ça provient pas du tout du projet vert lui-même, en fait. Hein, ça n'a rien à voir. Ça provient de la caisse de l'entreprise corporate. Et c'est la même caisse pour payer les intérêts des obligations vertes ou des obligations, le cas échéant, pas vertes, que l'entreprise aurait émis par ailleurs. Okay, je tiens juste à faire cette précision pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des auditeurs ou des... Voilà. Si je peux être juste pour dire, en fait, une obligation verte, c'est un label, c'est comme le label bio. Lorsque vous achetez un produit bio,
vous attendez à ce qu'il n'y ait que du bio dedans, ou pas moins de 1% qu'il ne le soit pas. Et donc c'est exactement pareil, on vous garantit qu'avec cet argent-là, vous ne financerez que des projets qui sont favorables à l'environnement. Il n'y aura rien qui sera défavorable. C'est ça, tout ça, la garantie, c'est une garantie d'origine, si vous voulez, des projets. Mais effectivement, du point de vue purement financier, donc c'est un engagement de l'entreprise que ça financera des projets verts, mais d'un point de vue financier, en fait, vous avez juste prêté de l'argent à l'entreprise. Et l'entreprise, elle vous rembourse sur ses propres deniers, que ça provienne du projet ou d'un autre. Alors, peut-être une question très rapidement pour reprendre un peu les bases. Quelle est la différence peut-être entre une obligation et un prêt ? Parce que quelque part, pourquoi est-ce qu'on parle d'obligation verte et pas de prêt vert ? C'est la même chose en fait, c'est exactement la même chose. Ça, je pense que pour les auditeurs, c'est cool parce qu'on peut vraiment se dire que c'est la même chose. Un prêt, ça paye des intérêts au prêteur et l'obligation, ça paye des intérêts à celui qui l'a acheté. En fait, la différence, c'est qu'en général, on réserve le mot prêt au monde bancaire. Une banque vous prête de l'argent, alors que l'obligation, c'est un titre financier. Et donc, on est sur les marchés de capitaux. L'entreprise, au lieu de prêter au lieu de lever un prêt, au lieu d'emprunter auprès de sa banque, elle va vendre une obligation à un investisseur et c'est le moyen de transférer l'argent de l'investisseur à l'émetteur. Et donc c'est essentiellement la même chose, simplement ce n'est pas les mêmes marchés. Il y a le marché obligataire, le marché des capitaux et il y a le marché bancaire. Mais fondamentalement, c'est exactement la même chose. L'intérêt, c'est que c'est moins cher quand vous empruntez directement parce que vous ne payez pas la banque. La banque, elle se paye, elle fait l'intermédiaire, donc elle a besoin de se faire vivre. Donc vous empruntez directement sur les marchés des capitaux, ce que ferait la banque. Sinon, derrière, après, ils se refinancent aussi derrière les prêts qui vous attribuent. Après, ils se refinancent sur les marchés des capitaux. Donc là, vous allez directement sur le marché des capitaux. Et donc, c'est moins cher. Mais par contre, pour ça, il y a quand même un coût de structuration. Il faut que ça soit 300 millions d'euros minimum que vous levez. Moi ou vous, demain, on ne va pas émettre une obligation sur le marché des capitaux. Il va falloir, vous allez voir votre banque, parce que c'est des petits projets. Par contre, quand ça dépasse des gros montants, là, vous pouvez aller sur les marchés. Alerte, je peux pas laisser dire que c'est moins cher. Non, mais André, c'est pas moins cher, c'est pas du tout moins cher. Il y a la problématique de la masse critique dont vous parlez, vous avez raison, 300 millions d'euros, 500 millions d'euros, puis des milliards pour ceux qui ont beaucoup de besoins. Mais c'est pas moins cher, en général c'est plutôt plus cher. Pourquoi ? Parce qu'une banque, elle connaît son client et elle en attend ce qu'on appelle du cross-selling, c'est-à-dire un flux d'affaires indépendamment du prêt. Elle est dans une relation en fait. Donc il y a une relation qui se joue entre le prêteur bancaire et le client émetteur et l'entreprise. Alors que sur les marchés, vous avez un investisseur qui achète un bout d'obligation, le lendemain il peut la revendre, il n'y a aucun lien en fait entre l'investisseur. Donc en général, le financement bancaire est moins cher et c'est plutôt... Sinon il n'y aura qu'un intérêt à y aller sur les marchés. Ça s'appelle de la diversification. C'est quand vous êtes un gros émetteur, vous ne pouvez pas vivre uniquement dans le giron des banques, donc il faut diversifier, il faut aller taper les marchés de capitaux, l'argent là où il est, donc il faut aller emprunter directement dans les marchés auprès des institutionnels. Et quand vous avez même pour les très gros emprunteurs cette logique de diversification continue, quand vous avez saturé un marché aussi grand que le marché de l'euro par exemple, vous introduisez votre nom sur le marché du dollar par exemple, vous faites une émission en dollars et vous faites des roadshows aux États-Unis pour présenter votre crédit aux investisseurs américains. Donc c'est cette logique-là en fait. Et donc c'est pour ça que, pour revenir aux prêts bancaires, la majorité des entreprises n'émettent pas sur les marchés de capitaux, évidemment, parce qu'elles ont des besoins faibles. Les PME, les TPE, même les ETI, il faut avoir une masse critique, il faut avoir des besoins de financement suffisamment importants pour justifier de mettre en branle c'est tout un truc d'introduire son nom sur les marchés financiers tout de même. Voilà. Noam Léandri, vous étiez d'accord avec cette définition donnée par Julien Lefournier ? Vous vouliez la journée un peu... Non, je pense qu'il faut qu'on rentre dans le débat. Okay. Peut-être un dernier point avant d'entrer dans le débat sur le volume, parce qu'effectivement, donc Juliette l'a dit, ça s'inscrit dans le cadre du plan de relance européen qui était de 750 milliards d'euros, c'est au moins 30%, donc en gros on a à peu près 250 milliards d'obligations vertes qui vont être émises. Qu'est-ce que ça représente ? 250 milliards, alors forcément c'est une somme importante, mais en termes de marché financier, en termes de rapporté au budget de l'Union européenne, ou par ce qui s'est fait précédemment, est-ce que c'est très important, est-ce que c'est une grande nouveauté, est-ce que c'est quelque chose d'habituel ? C'est un très gros montant rapporté aujourd'hui aux obligations vertes qui sont émises chaque année.
Pour mémoire, en 2017, lorsqu'on a émis la première obligation verte de la France, l'État français a été un des premiers à émettre, à se financer, donc des bons du Trésor, si vous voulez, hein, qui étaient verts, tagués vert comme une obligation verte. C'était 7 milliards qu'on a levé. C'était la plus grosse émission d'obligations vertes au monde avec un montant de 7 milliards. Là, vous voyez que 250 milliards, c'est beaucoup. Après, il faut se rendre compte que les obligations vertes, dans le monde des obligations, c'est 0,1%, ou en tout cas, c'est largement moins de 1%. Donc, c'est minuscule. Et si je rapporte ça après à l'ensemble des flux financiers et des marchés des capitaux, c'est encore moins. Mais voilà, ça reste des montants quand même assez importants. Et puis surtout rapporté au budget de l'Union européenne qui se compte en centaines de milliards, évidemment ça reste aussi important pour lui. C'est un gros changement de se financer sur les marchés des capitaux. C'est ça surtout la vraie nouveauté, hein. C'est-à-dire qu'on dit que c'est des obligations vertes, ça c'était pour faire passer la pilule. C'est-à-dire que surtout c'est la première fois que la Commission européenne va s'endetter. Jusqu'à présent il lui était interdit de s'endetter. Donc c'est là la vraie nouveauté. Et alors pour considérer que quand même c'est un endettement vertueux, on met la qualité de l'obligation verte, comme ça légitime aussi le fait que l'endettement ne va servir que à des opérations favorables à l'environnement à l'avenir. Là, moi je suis d'accord, le point important c'est que l'Union européenne devient un émetteur. Ça, c'est un changement majeur. Par contre, qu'elle émette des obligations vertes, ça n'a aucun intérêt, ça ne change rien à rien. D'ailleurs, la France, vous parliez de la France. La France émet vous êtes mieux placé que moi pour dire les montants. Moi, je ne commande jamais les chiffres, puisque comme pour moi, ça n'a aucun intérêt. Vous voyez, c'est typique du débat. Tout de suite, on rentre on parle de milliards, on compte des milliards, et on évite complètement le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est quoi? C'est qu'avant l'obligation verte, la France levait des milliards sur les marchés pour financer, y compris des projets verts, hein, parce que la France, c'est pas nouveau qu'elle finance des projets verts. Donc l'obligation verte, si vous voulez, par rapport à ça, elle n'amène rien, strictement rien, puisque je rappelle comment ça fonctionne. Les gens, en fait, inversent complètement le gain de causalité. C'est pas l'argent vert n'existe pas, pour être clair. L'argent n'a ni odeur ni couleur. Et donc, c'est pas l'obligation verte qui rend le projet vert, c'est le projet vert qui, le cas échéant, verdit l'obligation. Okay, bon. Bref, quand l'État lève des milliards, vous parliez de 7 milliards la première opération, il est obligé de pointer dans des dépenses qui sont déjà engagées au budget, en fait. Et donc, c'est un truc qui regarde vers le passé. Donc, premier point. Deuxième point, c'est peut-être par différence pour les auditeurs, ça permettra de mieux comprendre. Vous avez justement, par exemple, l'agence France Trésor, dont c'est le rôle de gérer la signature de l'État sur les marchés financiers qui fait ça. Et l'alter ego, ce qu'on appelle le Debt Management Office au UK, qui ne le fait pas. Pourtant, c'est des professionnels, eux aussi, ils essaient de gagner le moindre quart de point de base près. Enfin, je veux dire, et pourtant, les Anglais sont de grands professionnels, évidemment. Ils ont prononcé l'urgence climatique. Il n'y a pas de problème de matières premières, si je puis dire, puisqu'ils ont des projets d'éolien offshore, etc., etc. Et donc, vous imaginez bien que s'il y avait un atome, un quart de dixième de point de base à gratter pour économiser aux contribuables français de l'argent pour financer les projets verts, tous les pays lèveraient des obligations vertes, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense que, pour être clair, c'est un exercice de communication, c'est de la communication. Donc après, on peut trouver que c'est un bon véhicule pour communiquer. Moi, en tant que financier, je ne le trouve pas, parce qu'au contraire, j'ai tendance à penser que ça crée une confusion que je continue à observer tous les jours d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens... moi, j'ai travaillé 25 ans, je suis un peu biaisé, j'ai travaillé 25 ans sur les marchés financiers, mais enfin, il y a quand même des gens qui sont très très loin des marchés, et du coup, qui finissent par s'approprier un storytelling qui n'a aucune base réelle, en fait. C'est un peu dérangeant. Alors, peut-être là-dessus, moi ce que je me dis, et pour l'avoir vécu lorsqu'on a construit la première obligation verte de l'État français, c'est pourquoi l'agence France Trésor, celle qui gère justement et qui émet ces obligations, ils ne voulaient pas initialement. Ils étaient vraiment les deux pieds sur le frein, ils n'en voulaient surtout pas. Alors effectivement, l'objectif politique à ce moment-là, c'était un argument de communication, dire on est les premiers, cocorico, on verdit notre financement et on verdit notre budget. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'en voulaient pas surtout ? Parce que ça crée des contraintes. Et donc si ça crée des contraintes, c'est vertueux. Pourquoi ça crée des contraintes ? Ça crée des contraintes à ceux qui n'en ont rien à faire de l'environnement. Et donc, dès lors qu'on arrive à les contraindre, obligés d'être transparents sur l'usage qu'ils font de leur financement, ça les oblige à aller chercher aussi davantage. Je ne comprends pas de quelles contraintes parlons-nous ?
Des contraintes. Il faut que les projets soient éligibles à ce qu'on appelle vulgairement la taxonomie, c'est-à-dire en fait la liste, la nomenclature des projets. Vous voulez dire qu'il faut un projet vert pour émettre une obligation verte. Et sauf que l'objectif, comme c'est un exercice de communication, l'objectif c'est d'avoir le plus gros montant possible, on est d'accord. Et donc pour atteindre le plus gros montant possible, il faut avoir le plus de projets verts. Donc c'est une contrainte forte finalement sur le budget de l'État ou des États ou des entreprises qui s'engagent là-dedans, parce qu'ils ne peuvent pas se contenter de dire bon, je me suis endetté, 1% de ma dette elle est verte. Il faut que forcément à un moment ou à un autre ils arrivent au 100%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment il faut qu'ils alignent aussi leurs investissements et toutes leurs dépenses avec cet engagement finalement à verdir. C'est un signal fort qui est envoyé au marché de se dire je suis engagé dans une transition écologique, je veux verdir ma politique, qu'elle soit publique, d'investissement, entreprise, etc. Et donc ça peut conduire petit à petit, et ça s'est fait dans beaucoup de collectivités. C'est absolument pas le cas. C'est justement ce qu'on n'observe pas. C'est pas le cas avec l'État français, qui ne met pas que des obligations vertes, loin de là. C'est pas le cas avec les entreprises. Donc ce que vous dites, ce qu'on voit, c'est absolument l'inverse. Il faut que les auditeurs comprennent ça. Peut-être justement, on va rentrer vraiment dans le sujet de débat, et c'est de toute façon le sujet effectivement de ce débat-là. Peut-être d'abord, je vais dire parole au pour Noam Landry. Donc je rappelle, secrétaire général de l'ADEME et auteur de la finance verte. Peut-être détailler un peu plus le mécanisme. Vous dites en gros que c'est un signal fort qui est envoyé au marché, que ça pousse en fait les entreprises à avoir des projets de plus en plus verts. Peut-être on va dire, je sais pas, peut-être 2-3 minutes à peu près l'ordre de grandeur. Expliquez-nous vraiment pourquoi et comment. Pourquoi est-ce que c'est un signal fort et comment est-ce que ça incite les entreprises à se verdir. Après, bien sûr, il y aura le même temps pour Julien Le Fournier pour défendre l'inverse. D'accord. Non, j'ai commencé déjà un peu à développer l'idée. Alors, je minimise pas le fait qu'il y a des limites aussi aux obligations vertes. Je dis pas que c'est la pierre philosophale, c'est magique et que ça va tout changer. Je vais pas développer les arguments contre parce que ça sera juste après. Donc, je vais me contenter de parler que des arguments pour. Évidemment, il y a un bilan coût-bénéfice qui est assez évident qu'il faut faire. Aujourd'hui, ce qu'il y a comme bénéfices qui sont attendus et à peu près connus, qu'on arrive à mesurer empiriquement, c'est l'effet signal. C'est-à-dire qu'une entreprise, une collectivité, un pouvoir public, une administration qui émet une obligation verte, elle envoie un signal au marché en disant « je me prépare ». Et demain, lorsqu'on sera à plus 4 degrés et qu'il faudra s'adapter au changement climatique, moi j'aurai anticipé un certain nombre de ces contraintes, donc je serai plus résilient que l'autre. Évidemment, c'est... parfois, il peut y avoir des projets qui auraient été financés de toute manière, mais en tout cas, il envoie ce signal, disant « moi, je me prépare, j'y suis prêt ». Deuxièmement, on regarde aussi effectivement l'appétit des investisseurs. Ils ont tous envie de verdir leur portefeuille. Et donc, il y a ce qu'on avait typiquement vu sur l'État français lorsqu'il y avait son obligation, il y avait 3 fois plus de demandes que sur une obligation classique. Donc, comme il y a beaucoup plus de demandes, qu'est-ce qui se passe? Théoriquement, ça baisse un peu le prix. Donc, ça permet de s'endetter un peu moins cher. Ou même si ce n'est pas beaucoup moins cher, ça diversifie aussi le type d'investisseurs, on va toucher des nouveaux investisseurs et donc ça permet quand on diversifie, ça réduit le risque d'avoir tout dans les mains d'un seul et même investisseur. Donc, aujourd'hui, on constate qu'il y a plus de demandes sur les obligations vertes que les obligations classiques. Oui, tout à fait. Tous les investisseurs aujourd'hui ont une forte pression de ceux qui détiennent in fine le capital, c'est les épargnants pour faire court. Et donc, il y a une pression de plus en plus forte pour verdir, et puis aussi il y a une obligation de transparence, même s'il n'y a pas forcément une demande forte encore aujourd'hui des épargnants, même si on l'entend dans des enquêtes, on constate que quand même la majorité des gens veulent verdir, mais après quand on leur demande qu'ils sont prêts à renoncer aussi à une partie de la rentabilité, là ils sont un peu moins nombreux, mais en tout cas il y a une forte demande sociale autour du verdissement. Et puis d'un point de vue réglementaire, au niveau européen, on exige maintenant la transparence sur les investissements, et il faut qu'ils nous disent si leurs investissements sont verts ou bruns. Et donc ça, typiquement, ça commence à se voir et ils s'inquiètent, et donc ils veulent pouvoir afficher la majorité aujourd'hui de produits financiers verts. C'est également le cas des actionnaires aujourd'hui. Vous savez, dans ce qu'on appelle l'activisme actionnarial, il y a de plus en plus aujourd'hui d'ONG ou de groupes d'investisseurs qui participent aux assemblées générales d'entreprises, Total, Shell, notamment c'est des pétroliers dont on parle beaucoup, et qui poussent à verdir un peu plus l'activité ou à réduire aussi, sinon leur impact négatif sur l'environnement. Ok, j'en profite juste une petite question du chat et après on donnera la parole au point de vue opposé. Comment est-ce qu'en tant qu'épargnant, on peut souscrire à des obligations vertes? J'imagine que ça ne se fait pas directement. Oui, vous devez souscrire dans des fonds communs de placement, des OPCVM, je ne sais pas quel terme vous utilisez, dans des fonds, quoi. Vous allez voir votre banquier, votre assureur, parce que c'est souvent des assurances vie qu'on détient en réalité.
et vous lui dites, voilà, moi je voudrais investir dans un fonds qui est vert, qui détient des obligations vertes. Il y en a une quinzaine aujourd'hui en France. Toutes ne sont pas forcément accessibles, mais voilà, il y a une offre aujourd'hui qui se développe et c'est maintenant une obligation dans les assurances vie. Si vous détenez une assurance vie, c'est le produit d'épargne le plus répandu après le livret A. Et en montant, il est bien plus important. C'est le montant du PIB français. Hein. L'assurance vie en France, c'est 2000 milliards d'euros, donc il y a largement de quoi faire. Maintenant, l'assureur est obligé de vous proposer soit un produit financier vert, soit un produit financier solidaire, soit un produit financier dit responsable, mais ça, on pourrait en revenir, parce que je pense que c'est là où il y a du vrai greenwashing aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, à ne pas confondre avec l'investissement qui est vert, obligation verte. Ça, c'est les fonds ISR, c'est ça? Ouais, les fonds ISR. Alors, les fonds ISR, vous avez tout, vous avez à boire et à manger. En fait, c'est juste qu'on regarde dans une catégorie, chez les pétroliers, qui est-ce qui est le meilleur. Et donc, vous pouvez investir dans un pétrolier parce qu'il sera le meilleur de sa catégorie. Donc, il n'a rien de vert. Ok. Parole au point de vue adverse. Je rappelle Julien Lefournier, co-auteur de L'illusion de la finance verte et expert associé à l'Institut Veblen. Je ne sais pas si on prononce bien Veblen. Si, c'est ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit, avec rien de ce qui a été dit. Et je ne fais aucune différence entre l'investissement socialement responsable et l'obligation verte. Ça participe exactement de la même illusion et du même bullshit, en fait. Et donc, vous avez parlé de signal. Alors, il faut que les auditeurs comprennent, il n'y a pas de signal. Si j'aimais l'obligation verte, je n'envoierais aucun signal au marché, puisque la logique de l'obligation verte, encore une fois, c'est associé à un projet vert, ok ? Et donc, je peux très bien avoir un projet vert et 50 projets bruns, ok ? Donc, j'envoie strictement, il n'y a pas de stratégie, vous parlez de stratégie. J'envoie aucun message sur ma stratégie de transition. Je peux d'ailleurs ne pas avoir de stratégie de transition et émettre des obligations vertes, puisqu'il suffit d'un projet vert éligible pour émettre une obligation verte. Okay, c'est le fameux ratio. C'est pour ça que Shell a perdu un procès, parce qu'ils vous disent « Ah, on fait un petit peu de vert », mais vous avez la grosse colonne de brun qui continue d'augmenter. Mais comme on part de zéro vert, forcément en ratio, l'intensité est un peu meilleure. Mais nous, notre problématique, c'est de respecter le budget carbone. Donc le signal envoyé au marché, c'est 0 d'ailleurs. Okay, et c'est bien là, d'ailleurs, la raison pour laquelle vous avez même des aéroports qui financent des extensions d'aéroports avec des obligations vertes. Enfin bref, voilà. Là, c'est le sujet qui est plutôt bien connu. Il y a des ONG qui sont assez vigilantes sur les projets pour dire si les projets sont adaptés, sont verts ou pas. Par contre, elles ne prennent pas le recul pour regarder l'ensemble de l'entreprise, puisque le jeu, justement, c'est de pouvoir passer avec un projet. Donc, 0 signal envoyé au marché. Je réponds quand même. Sur le prix, c'est complètement bidon. Le prix est le même. Et donc ça, je demande à tout le monde. Ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter. Les banques le disent. Hein. Vous pourrez regarder ce que la BNP dit sur le sujet. D'ailleurs, dans le bouquin, vous étiez passé de mythe ou réalité. Là, vous êtes un tout petit peu plus... On ne sait pas. Ça, en quelques mois, je défends le pour, là, aujourd'hui. Non, mais le pour, c'est pas raconter des histoires, le pour. Donc, je demande aux auditeurs... Il y a des études de la Banque des règlements internationaux, de la Banque de France, qui montrent qu'il y a un signal prix. Voilà. Rappelez-les, parce que l'étude que vous citez, elle date de 2017, et ils ne font plus aucun commentaire dessus, tellement ce qu'ils ont écrit est idiot. Okay, bon, et le professeur Raoult aussi fait de très belles études sur les vaccins. Okay, bon. Donc, je demande simplement aux gens de réfléchir à ce que ça veut dire... Il y a un truc qui s'appelle la responsabilité fiduciaire, et comme vous l'avez d'ailleurs dit vous-même au début, les prêteurs, ils sont solidaires. Okay, donc, que l'emprunteur émette une obligation verte ou une obligation lambda, de toute manière, tous les prêteurs obligataires, tous les acheteurs se retrouvent dans ce qu'on appelle la masse obligataire. Elle a même une personnalité morale, et donc ils sont solidaires entre eux. Et donc, c'est le même risque, en fait. Et vous ne pouvez absolument pas dissocier, parce que toute la finance, c'est de donner un prix en fonction du risque. Et donc, il n'y a aucun moyen de séparer le risque de l'État français. Que vous achetiez une OAT verte ou une OAT pas verte, c'est exactement le même risque de remboursement. Et donc, c'est le même prix. Les banques le disent, les émetteurs le disent. À ceux qui sont intéressés, je peux donner des déclarations du CFO d'Engie, qui est un des plus gros émetteurs d'obligations vertes. Je peux vous dire ce qu'il dit. Je peux vous dire, c'est pas long de citer Jean-Marc Turquini, CFO d'Engie. Les green bonds coûtent plus cher que les obligations. Lui, il dit que c'est plus cher en tant qu'émetteur parce qu'il y a des frais, car il y a des frais. Il y a des frais d'avocat, d'intermédiation bancaire, des frais occasionnés par la labellisation green, etc. Des frais externes existent aussi
En effet, par le fait de labelliser une obligation green, environ 100 000 € par an, mais cette couche de frais supplémentaires est relativement modeste. Bon, mais ce n'était pas rentable pour lui en tant qu'émetteur. C'est pour ça, Voilà. c'est ce que je vous disais. Donc, les DAF, les financiers, ils n'aiment pas ça parce que ça les contraint. Et si ça les contraint, c'est que ça va dans le bon Je parle de sens. prix. Glissez pas sur un autre terrain. Ça va dans le bon sens. Je reprenais point par point, je suis sur le prix. Il faut arrêter avec cette histoire de prix. Encore une fois, l'équivalent le patron du Debt Management Office anglais n'est pas un imbécile. S'il y avait une économie à réaliser pour le taxpayer britannique, il aurait émis des Green Deals bien avant les Français, d'accord ? Il faut arrêter avec cette histoire, c'est pas sérieux. Ensuite, donc ça, je veux dire, j'insiste sur ce point parce que finalement, une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit, on est un petit peu sur l'essentiel. Pourquoi ? Parce que si on vend l'idée de l'obligation verte comme un accélérateur de la transition, il faut qu'il y ait un différentiel de prix. S'il n'y a pas de différentiel de prix, ça veut dire que si je suis le CFO de Total Energy aujourd'hui, je paye exactement la même chose quand j'émets une obligation verte pour financer ma diversification dans les énergies renouvelables que si j'émets une obligation lambda pour financer mes nouvelles explorations en Arctique, ce qui est exactement la réalité. Donc il n'y a aucune discrimination, il n'y a aucune incitation, si vous voulez. Ça veut dire que les financeurs ne prennent pas leur part du surcoût lié à la transition. C'est bien le problème. On est sur un décor. Alors, il y avait deux questions qui venaient. La première, c'est qui décide en gros si le projet est vert ou pas et donc éligible à une obligation verte. C'est-à-dire, qui estampille quelque part est-ce qu'il y a une autorité de contrôle? Alors, il y a une règle, il y a des règles qui s'appliquaient sur le marché. Maintenant, il y a des règles qui s'appliqueront par la réglementation européenne qui devrait s'imposer d'ici le courant de l'année prochaine. Mais sinon, jusqu'à présent, il y avait des contrats types qui étaient autorisés, qui est ce qu'on appelle les ISDA, c'est une organisation internationale qui fait des contrats de dérivés types que toutes les banques et les investisseurs s'échangent et sur lesquels ils tombent d'accord. Donc cette nomenclature qui revient de la Climate Bond Initiative, qui est celle qui avait lancé la première justement nomenclature des activités autorisées, c'est celle qui s'applique aujourd'hui. Alors il y avait des adaptations dans certains pays. À un moment, la Chine émettait des obligations vertes avec du charbon vert dedans, c'est-à-dire qu'ils avaient des technologies de stockage du CO2 ou de méthodes un peu plus avancées qu'ils considéraient comme plus écologiques, donc permettaient de continuer à utiliser du charbon mais avec moins d'émissions. Donc ça, ils l'avaient qualifié de vert. Depuis, ça a été sorti il y a déjà maintenant 5-6 ans. C'était le charbon supercritique que DF avait appelé charbon propre aussi ou des choses comme ça. Ouais, il y a à la fois la méthode d'extraction, d'utilisation et puis de captation du CO2. Bref, il y a plein d'histoires. Maintenant, vous savez qu'avec les compensations carbone, le stockage du carbone qui crée des compensations carbone, vous servez en fait finalement à extraire du pétrole parce qu'une fois que vous avez extrait le pétrole et le gaz, vous pouvez réinjecter du CO2 dedans. Donc ça, aujourd'hui, c'est ça la compensation carbone volontaire aussi, ou le stockage de carbone, ça continue finalement à alimenter un système d'énergie fossile. Alors, il y a beaucoup de débats, effectivement, je fais une parenthèse, il y a beaucoup de débats sur le stockage du carbone. C'est pas l'idée ce soir, mais on en fera d'ailleurs sûrement un débat sur le stockage du carbone. C'est quelque chose qui fait pas du tout consensus. Ouais. Et alors, pour répondre à votre question, aujourd'hui, donc, celui qui émet l'obligation verte s'engage à respecter ce cahier des charges, comme je l'ai expliqué, et en plus, il s'est recommandé, c'est pas toujours fait, qu'il y ait un certificateur qui vienne vérifier à chaque fois que dans la durée c'est bien conforme. Mais normalement, comme c'est une obligation verte, ça demande d'être certifié, mais c'est pas forcément obligatoire. Mais la plupart le font. Il me semble que pour le règlement européen, justement, cette nouvelle entité de contrôle indépendante va être nécessaire pour pouvoir avoir le label. En tout cas, donc aujourd'hui, la clé pour que les gens comprennent, c'est que c'est autodéclaré. C'est-à-dire, je déclare tout seul que mon obligation est verte, etc. Bon. J'ai envie de dire, comme on l'a vu qu'il y avait... Comme il n'y a aucun élément de pricing en jeu, on comprend pourquoi c'est léger, parce que si par contre... si c'était moins cher, vous comprenez bien que s'il y avait un prix différent, à ce moment-là, ce serait un petit peu différent. Je pense qu'on basculerait dans un autre monde. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces histoires de taxonomie durent depuis... Enfin, la première obligation dite verte a vraiment été émise en 2008 par la Banque mondiale. Vous voyez, on est en 2022 et on n'est pas au bout de ces conversations. Bon. Alors peut-être une question bête, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas que l'Union européenne, par exemple, n'a pas dit mes obligations vertes, je les fais moins cher ou à un taux parce que vous pouvez pas subventionner du parce coup. Parce que on est sur un marché, ok. Donc moins cher, je peux pas décider de vendre un truc moins cher, ça veut rien dire. Surtout quand j'ai le même produit. Encore une fois, je rappelle, il y a l'OAT et l'OAT verte, c'est la même chose, ok. Et donc je peux pas dire celle-là elle va être moins chère alors que le risque est strictement le même sur un marché.
Ça n'est pas possible. Personne ne peut faire ça, en fait. C'est tout à fait impossible. C'est une situation qui serait arbitrée immédiatement, en fait. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter, d'accord ? Les marchés financiers ne le permettent pas. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est l'offre et la demande. Ouais, c'est plus que l'offre et la demande, en fait. C'est la loi du prix unique. Quand vous avez un risque constant, un risque qui est strictement identique. Là, il n'y a aucune théorie fumeuse. C'est le risque émetteur de EDF pour le vert et EDF pour le lambda. C'est la même chose. Si EDF est faillite, vous serez remboursé, vous serez dans la même queue que les autres. Les uns et les autres seront dans la même queue sans aucune priorité. Ça vaut la même chose. Ça, s'il y a au moins une chose que les marchés font bien, c'est ça. Voilà. Alors, sauf si vous voulez derrière le revendre, le produit financier vert, dans un package, en disant voilà, j'ai un produit d'épargne vert, et celui-là, vous acceptez qu'il soit moins bien rémunérateur. Du coup, ça permet aussi de pouvoir demander moins de prix après lorsqu'on investit dans un projet vert. C'est ça en fait la question aujourd'hui, c'est jusqu'à où on est prêt à aller dans la baisse du rendement, de la rentabilité. Il n'y a pas de baisse du rendement possible justement, parce que sur le marché primaire, quand l'émetteur vend son milliard d'OAT verte, le prix, là, à cet instant-là, c'est là où naît la valeur immobilière sur le marché primaire. Le prix est forcément le même que s'il émettait un monde lambda. Et il n'y a jamais bifurcation ensuite. Parce que ce serait encore une fois, si vous avez un gestionnaire, un gérant qui achetait une obligation verte plus chère qu'une option lambda, il perdrait son job instantanément, il serait viré le lendemain, d'accord ? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Peut-être une autre question du coup complémentaire, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces obligations soient véritablement vertes ou plus vertes selon comment est-ce qu'on... C'est-à-dire en fait, est-ce qu'il pourrait y avoir un mécanisme qui fasse que... ces obligations soient vraiment vertes. Alors, il y a deux choses. Alors, si on est sur le vert du projet, lié au projet, comme l'a dit Léandri, là, il y a des choses à faire. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'émetteur qui décide lui-même que l'obligation est verte, ça doit être forcément... normalement, ça devrait être une autorité indépendante. Enfin, je veux dire, quand on est sérieux, on n'est pas jugé parti. Bon. Il y a une autorité qui pourrait faire... Oui, j'en sais rien. Sûrement, enfin, il y a plein de comités Théodule, donc c'est pas ça. L'autorité des marchés financiers qui contrôle lorsqu'il y a une émission, un appel public à l'épargne, lorsque c'est vendu à tout le monde, qu'effectivement, il y a un prospectus qui doit être annexé à tout produit financier. L'autorité des marchés financiers ne vérifie absolument pas qu'il y a un projet vert lié à une obligation verte. C'est pas ça qu'elle fait. Et justement, attends, je voudrais juste finir là-dessus. Donc, le premier point, c'est sur l'association vert-vert. Donc là, il ne faudrait pas que ce soit, encore une fois, de l'autodéclaration. Sinon, vous avez l'effet, alors c'est pas du vert, mais c'est du bond social. C'est la même chose. Vous avez Orpea qui émet une magnifique obligation, un social bond. Enfin bon, tout ça, c'est de la blague. Hein, tant que c'est de la blague, bon. Donc, si on veut ça, il faut une autorité indépendante qui s'appuie sur une taxonomie définitive, celle dont vous parliez au niveau européen, par exemple, et qui dise après oui, non. Premier point. Et après, le problème du prix reste entier. Il n'y aura jamais de distinguo de prix parce que, encore une fois, le risque émetteur, le risque crédit est le même. Pour ça, du coup, si on a cette taxonomie, c'est qu'une condition nécessaire n'est pas suffisante, on peut agir de l'extérieur. C'est pas les financiers, ils ne peuvent pas donner un prix différent à la même chose, ça n'a pas de sens. Par contre, vous pouvez avoir une fiscalité, comme vous avez par exemple aux États-Unis, vous avez un très très gros secteur qu'on appelle celui des muni bonds, pour municipality bonds, c'est tous les bonds qui sont émis, les obligations qui sont émises par les collectivités publiques en fait, et elles sont carrément à 80% tax exempt, c'est-à-dire. Et donc là, encore une fois, c'est de l'extérieur, si vous avez une fiscalité verte, là vous créez une discrimination, et là vous créez une différence. Donc c'est sur le taux de rendement, hein, puisque le taux de rendement, il se regarde pour l'investisseur après impôt, évidemment. Donc il y a des moyens, avec la fiscalité, de sortir de l'impasse du pricing. Alors, il y a d'autres solutions aussi qu'au-delà de la fiscalité. Hein. Parce que la fiscalité, ça serait à nous de payer 2 fois pour que les entreprises ou les émetteurs soient vertueux. Donc moi, je n'ai pas forcément envie, en tant que contribuable, de payer pour que les entreprises fassent ce à quoi, normalement, elles ont un intérêt à le faire. Si vous montez au lieu de faire une flat tax à 30%, vous montez la taxe sur tout ce qui n'est pas vert. Oui, c'est le malus, là. Non, mais vous avez raison, c'est pas aux pauvres de financer les ristournes d'impôts des riches, on est bien d'accord. Mais c'est très facile. C'est très facile de concevoir un truc autofinancé où on déforme en faveur des investissements verts. On peut déformer en faveur des investissements verts par la réglementation aussi. Il y a 3 leviers. C'est maintenant que les épargnants n'aient le choix que dans du vert.
donc c'est là on fait un choc d'épargne, on dit les épargnants, c'est fini de leur proposer autre chose que des produits verts. Pourquoi pas, hein, Ça, vous ne pouvez pas le faire. On peut dire, aux banques maintenant que si elles détiennent des fonds, des produits qui ne sont pas verts, qui seront pénalisés sur leur ratio de solvabilité. De solvabilité, c'est, vous savez, les accords de Bâle, etc. Maintenant, les banques, il faut qu'elles aient des fonds propres, des capitaux, ça leur coûte d'avoir des capitaux. Et donc, elles sont bonusées, malusées. Vous avez raison, mais là, on n'est plus sur le marché des capitaux, on n'est plus sur les obligations, on est sur les banques. Sauf que celles qui font vivre, finalement, à travers leurs expositions, leur bilan d'actifs passifs. Oui, non, mais je veux dire, c'est juste pour que les auditeurs comprennent. On a quitté le monde des obligations, on est sur les bilans, on est sur les banques. Non, parce qu'après, ça peut passer par les banques centrales. Après, donc je finis par là. La Banque Centrale Européenne, maintenant, a dit qu'elle allait verdir toutes ces opérations de politique monétaire. C'est-à-dire, quand les banques ont besoin de se refinancer après avoir prêté ou parce qu'elles détiennent aussi des obligations, il faut qu'elles aillent voir la Banque Centrale Européenne. Et là, la Banque Centrale leur dit, oui, mais attendez, je reprendrai, moi, j'accepterai que des produits financiers verts. Alors, c'est pas ça qu'elle a dit encore. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Je dis pour les auditeurs, qu'ils n'aient pas l'impression qu'on a changé de monde. Non, c'était la question, effectivement. C'était qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en plus pour que... Alors, moi, là, je suis 100% d'accord avec vous. Julien Le Fournier. Oui, je suis 100% d'accord avec M. Léandri sur le rôle de la BCE, par exemple, pour ce qui nous concerne. La BCE pourrait avoir un rôle majeur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, hélas, j'ai envie de dire hélas, parce que ce n'est pas une fatalité, mais dans le monde actuel, la BCE est un acteur majeur des marchés. Ils achètent des milliards et des milliards de dettes d'État, dettes d'entreprises, etc. Du coup, potentiellement, ils peuvent avoir, eux, en tant qu'acteurs, un rôle déformant. C'est impensable aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose de très très profond qui est inscrit dans la pratique de la BCE, ce qu'on appelle la neutralité de marché. C'est-à-dire que la BCE s'interdit de déformer le marché, c'est-à-dire de privilégier, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, de dire par exemple, je n'achèterai plus la dette corporate de Total, et je vais etc. Elle s'interdit de le faire, parce que ce n'est pas dans son mandat. Je vous rappelle que le mandat de la BCE est super limité, on parle d'inflation, et donc elle dit ça c'est du domaine du politique. Si on veut cette déformation, ça appartient au politique. C'est pas des gens qui sont élus, les banquiers centraux. Donc c'est une réserve qui les honore d'un certain point de vue. Mais le mandat de la BCE, ça se change. Mais là, on est sur un très très gros sujet, En tout cas, c'est pas les déclarations qu'on a aujourd'hui, là, toutes bien pensantes comme d'habitude, qui vont le faire. Il faut quelque chose. Pour changer le mandat de la BCE, il faudra un accord européen. Tout à fait. C'est quelque chose ce dont on a besoin si on voulait vraiment que la BCE soit un acteur majeur et crédible dans le sens qu'on a dit ensemble, il faudrait quelque chose de manifestement très important. Alors la bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a un droit de veto de chaque pays pour changer le mandat de la BCE, donc on n'est pas arrivé. La bonne nouvelle, c'est que Christine Lagarde, depuis son arrivée, a tâché de mettre en place un plan en interne pour verdir toutes les opérations de la BCE. Donc elle l'impose effectivement à beaucoup de faucons, ce qu'on appelle les faucons, c'est les conservateurs dans les banques centrales qui veulent surtout pas que ça change. Effectivement, alors je pense qu'ils perdent de bons sentiments, de neutralité, etc. Mais je pense qu'ils ont aussi d'autres sentiments derrière. C'est qu'ils voient que les intérêts du capitalisme aujourd'hui, il n'est pas à changer de modèle. Donc il ne faut surtout pas que ça change, sinon on va casser notre modèle économique avec lequel on a beaucoup l'habitude de travailler. Et ce n'est pas l'intérêt des banques centrales de changer le modèle économique. Donc aujourd'hui, il y a quand même un verdissement qui a été acté l'été 2021, qui commence à se mettre en place depuis l'été 2022. Donc on peut être, en tout cas, même si ce n'est pas opérationnel d'un point de vue opération de marché, le signal qui est envoyé, c'est que, attention, vous, banques, vous, investisseurs, si demain vous n'avez pas verdi votre portefeuille, pourquoi pas avec des obligations vertes, vous allez y perdre de l'argent. Donc vous avez tout intérêt à tout de suite embrayer, vous anticiper, préparer. Et c'est ça qui fait que peut-être aussi les obligations vertes demain seront moins chères que les autres, parce qu'ils vont voir qu'ils vont avoir un intérêt en termes de politique monétaire, de besoin de fonds propres des banques, peut-être de fiscalité, pourquoi pas, mais moi je trouve que ce serait dommage de repasser par la fiscalité. Oui, mais sans fiscalité, il ne se passera rien. Alors on a fait un débat, d'ailleurs je renverrai nos auditeurs là-dessus, on a fait un débat aussi sur la fiscalité verte, sur le branche, qui est effectivement, c'est un de nos auditeurs qui nous dit à travers ce débat, on voit très bien que cette question économique, c'est une question qui est bien plus politique que scientifique. Je pense que vous serez d'accord. Oui. Une autre question du chat, en dehors de l'Europe, est-ce que c'est un mécanisme qui a été utilisé en dehors de l'Europe, et si oui, comment ? Alors vous parlez des États-Unis tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ailleurs ? Si oui, comment, et avec quelles contraintes et avec quels résultats je dirais, mais encore une fois,
Bon, au début, aux États-Unis, ça n'a pas suscité beaucoup d'engouement, on peut dire, parce que les Américains connaissent très bien les marchés financiers, donc ils savent que bon, c'est une forme de bullshit. Et ils sont très prudents, en fait, ils ont peur d'être attaqués. Si vous avez tout d'un coup une class action, et donc ils ne trouvent pas ça beaucoup moins rigolo que les Européens, où là, on est dans une concurrence de greenwashing entre Paris, Luxembourg, Londres. Bon, on a parlé des Chinois, c'est tristement. Londres qui ne sont plus dans l'Union européenne. Hein, oui, oui. On a parlé, la concurrence, par contre, oui, c'est continue. Ouais, c'est ça, je voulais dire. Les Chinois, c'est tristement, parce qu'on ne peut pas dire que non plus ce soit un modèle, hein, franchement, en fait. On vante toujours les... alors, il y a des gens qui vantent les Chinois en disant que, oui, on nous parle de ces villes électriques. Oui, oui, c'est une dictature. Donc, c'est vrai que, contrairement à chez nous, on peut appuyer sur le bouton, il y a un dirigeant qui peut appuyer sur le bouton, et puis tout d'un coup, bim, il y a toute une ville qui bascule au bus électrique et la voiture électrique. Ça, les Chinois peuvent le faire. Mais dans le même temps, à 100 km de là, ils ouvrent des centrales thermiques à charbon et qui relancent massivement aujourd'hui. Et il y en a des cinquantaines en projet de construction, etc. Donc, encore une fois, il faut pas... je reviens à ce dont on parlait tout au début. Si la logique, parce que vous parlez des épargnants qui veulent bien faire en achetant un petit bout de fonds d'obligations vertes, moi je dis, je comprends cela. Ça peut être tout à fait légitime de dire mon argent, je veux le mettre. C'est la logique de l'investissement responsable historique, j'ai envie de dire le vrai, celui qui triche pas, celui qui dit je ne vais pas financer, je sais pas moi, l'alcool, la pornographie, donc il procédait par exclusion, d'accord ? Mais c'est une logique de morale, encore une fois, parfaitement légitime, mais individuelle. Les gens, ils achetaient leur place au paradis, pas celle du voisin. Et ils savaient très bien que, ce faisant, les autres continuaient à financer. Et d'ailleurs, les grands cigarettiers, on n'a jamais vendu autant d'armes dans le monde qu'aujourd'hui. Pourtant, vous avez des fonds, on enlève les armes. Donc, il ne faut pas se tromper. La finance, c'est quelque chose de global. La transition, c'est quelque chose de global. On parle de modification de nos modes de vie, de production, etc. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir au niveau individuel une petite solution pour soi-même acheter éventuellement sa place au paradis, d'accord ? Donc c'est un petit peu la limite si vous voulez, de l'exercice avec ce type d'outil. Ça ne parle pas, encore une fois, c'est là où je suis en désaccord absolu avec ce que vous dites, ça ne parle absolument pas de stratégie de transition, puisque encore une fois, je peux avoir un projet vert, une obligation verte, et puis multiplier par 10 mon empreinte carbone, l'émission de mes gaz à effet de serre. C'est absolument pas incompatible, c'est permis, et ce sera d'ailleurs permis sans doute par la nouvelle taxonomie de Bruxelles, puisque ça parle à nouveau de projet. Alors, petite parenthèse sur la taxonomie, Juliette en a parlé un tout petit peu au début. Cette taxonomie, est-ce que vous pouvez revenir peut-être en quelques mots sur qu'est-ce que c'est ? On a entendu qu'il y avait eu beaucoup de débats, notamment au niveau de la taxonomie, sur l'énergie, au niveau du gaz et du nucléaire. Il y avait eu des gros débats selon les intérêts des pays. Peut-être revenir un tout petit peu pour que les auditeurs comprennent ce que c'est que cette fameuse taxonomie, qui n'est pas un mot très courant non plus dans le... Je peux peut-être résumer rapidement. En fait, un projet, donc taxonomie, c'est une nomenclature. Moi, j'appelle ça une liste, si vous voulez. Je viens du monde des statisticiens. Taxonomie, ça vient plutôt du monde des biologistes. Donc voilà, c'est plutôt pour les animaux. Ils essaient de faire des catégories d'animaux. Moi, je viens de la statistique, on parle de nomenclature. Bon, c'est la même chose. C'est une liste. Si vous avez envie de dormir un soir, je vous invite à la télécharger sur le site Europa, de l'Union européenne. Vous verrez, c'est bien barbant. Donc c'est une liste et cette liste, en fait, il y a quand même un principe général, c'est qu'il faut que ça soit favorable à 6 enjeux environnementaux qui vont de la biodiversité, le climat, la pollution, etc. Et avec un autre principe, c'est le do not harm. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, si vous avez un projet qui est favorable à un ou plusieurs de ces 6 critères, il ne faut pas que ça fasse de tort non plus à d'autres critères. Typiquement, on va parler de question de l'éolien. Un projet d'éolien, c'est favorable sur les questions énergétiques, à faire des énergies renouvelables. Pour autant, on sait qu'il y a des oiseaux ou des chauves-souris qui se font découper parfois par les pales d'éoliennes. Donc, il faut faire en sorte à ce que ces pales d'éoliennes, on peut aussi régler la vitesse, etc. Donc, on peut aussi traiter la question de la biodiversité pour pas que ça nuise à la biodiversité. Et au-delà de ça, donc on est rentré après dans des négociations politiques qui n'avaient pas lieu d'être, parce que si vous regardez la liste, la taxonomie, si vous voulez, qui était prévue par le Climate Bond Initiative, qui est quand même ce qui était appliqué par le marché depuis des lustres, depuis 2010 à peu près, de mémoire, c'était une liste beaucoup plus courte, ça tient en quelques pages. Là, on est passé sur plusieurs centaines de pages, parce qu'effectivement, on a fait rentrer des discussions politiques qui n'avaient pas lieu d'être sur une nomenclature. C'est comme si on vous demandait un jour qu'est-ce que vous metteriez dans le PIB ou pas. En fait, on ne vous le demande jamais, on laisse ça à des
techniciens qui savent faire des comptables, et qu'est-ce que vous mettez au bilan, etc. Et depuis quand la comptabilité c'est devenu une question politique? Et là, en l'occurrence, on en a fait une question politique, ce qui a fait que les débats ont été longs pour savoir si le nucléaire, le gaz rentrait jusqu'à quelle année, à quelles conditions, etc. Et donc quand on écrit des conditions, on écrit un code juridique comme on sait bien le faire en France, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut simplifier, on allonge le nombre de pages et on en est arrivé à ce niveau-là d'exigence. Je pense qu'il y a du boulot pour tous ceux qui sont en charge de la conformité, du suivi, de la régularité, et du boulot pour 10 ans avant d'avoir fini de lire et d'appliquer ces textes. Là-dessus, moi, ce que je voudrais rajouter, justement, parce que d'abord, il y a une vraie... alors, encore une fois, il faut se remettre dans le... Pour ceux qui aiment, hein, c'est pour ceux qui aiment. Parce que moi, je suis financier, et donc, malheureusement, je pense qu'en termes de prix, et parce que c'est ça qui fait bouger on parle de réallocation d'actifs en faveur de la transition, et tant qu'on n'a rien sur le prix, c'est du décor, hein. La voiture avec un moteur thermique, on peut la peindre en vert, elle restera une voiture à moteur thermique. La voiture électrique, elle peut être en rouge, elle est électrique. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Pour ceux qui sont intéressés par ça, pour des raisons morales ou je sais que sais-je, c'est un débat qui est intéressant. Et là, il y a des progrès au niveau de la Commission par rapport parce que vous parliez du CBI, du CBI, mais le vrai truc, c'est tous les GBP. C'est des trucs faits par les banques pour les banques. Bon, bah, c'est un peu la fête du slip. C'est assez tranquille. Donc là, il y a un progrès pour ceux qui aiment avec la taxonomie européenne. Cela dit, et il y a des questions qui sont profondes, parce que, vous voyez, entre nous, si jamais on parlait du financement lié d'un projet d'énergie renouvelable hydroélectrique, donc ensemble, là, on pourrait convenir rapidement sur un coin de table que, bah oui, on parle d'énergie renouvelable, donc c'est bon. Mais après, quelqu'un nous dit, oui, mais on va noyer, pour ça, on va noyer une vallée. Hein, donc on va détruire de la biodiversité, voire virer des centaines de villageois, etc. Et donc les choses sont compliquées. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est une complexité d'ailleurs qui n'est pas forcément simple à adresser par une taxonomie universelle, hein, parce que c'est comme les éoliennes. Hein. Vous êtes pour les éoliennes, les gens en général sont pour, mais si par contre on en met une dans leur jardin, tout d'un coup ils sont contre. Vous voyez, il y a une logique de point de vue. Et ça... quand on essaie de faire des choses comme ça un peu universelles, on a beaucoup de mal. Et d'ailleurs, la caricature, si je puis dire, ça a été ce qui s'est passé du coup sur le gaz et le nucléaire, puisque là, on avait carrément donc des pays qui ont des agendas complètement différents. Et encore une fois, c'est pas complètement débile. Une transition, ça ne se fait pas ex nihilo. Nous, on parle les Français avec une 50aine de réacteurs nucléaires installés. On n'est pas dans la même transition que les Polonais. Qui partent avec des centrales thermiques à charbon, essentiellement. Et donc, on voudrait plaquer la même... Ce n'est pas évident. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas trivial, en fait, quand on réfléchit à ces questions. Mais ces questions, encore une fois, la taxonomie, c'est une condition nécessaire, n'est pas suffisante. Donc, ces débats qui sont un petit peu, pour moi, un peu comme des débats sur le sexe des anges, mais vous avez raison, c'est un progrès. Le do not harm, qui est en fait un do not significantly harm, et bon, c'est impossible effectivement voilà. d'avoir aucun impact. Et ben ça c'est un progrès, c'est un progrès. Je précise effectivement parce que du coup il y a nos auditeurs qui ont retrouvé le lien. Vous avez le lien vers la taxonomie européenne dans le chat. Un joli document de 349 pages effectivement en anglais. Oh, il est dans toutes les langues. Alors il est dans toutes les langues. L'Union européenne effectivement et qu'effectivement sur les débats. Connaissant bien les thématiques de l'énergie, effectivement, c'est un vrai sujet de débat dont on a beaucoup traité sur le Drange. D'ailleurs, les auditeurs pourront aller lire nos débats libres d'accès sur et l'éolien et le nucléaire, effectivement. Et c'est vrai que c'est des débats qui sont loin d'être simples. Quoi. Oui, et puis là, en plus, ce greffe, vraiment, pour le coup, alors là, je ne sais pas si les auditeurs le comprennent, parce que j'ai découvert qu'il y a peu de gens qui le comprennent, il y a un véritable jeu de dupes, c'est-à-dire, on s'est un peu crevé les yeux sur cette histoire de nucléaire vert, machin de trucs. Mais alors que c'est pas comme une fois, il y a pas... Parce qu'on a dit, ah oui, mais si le nucléaire, les Français ont dit, si le nucléaire n'est pas dans la taxonomie verte, alors ça coûtera beaucoup plus cher, etc. etc. Mais c'est pas ça, en fait, qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est les aides, en fait. On a confondu la taxonomie avec les aides publiques, les subventions, et qui sont fondamentales. C'est un enjeu très, très important. Si en France, on a... Parce que les États ont le droit de subventionner ce voilà, qui est sévère. Ça n'a rien à voir. L'argent public que vous avez le droit de déverser sur une technologie, ça n'a rien à voir avec la taxonomie. Okay. Et donc, c'est ça. Pas encore. Pour l'instant, la taxonomie, c'est juste une nomenclature, c'est juste une liste. Pour l'instant, il n'y a aucune application directe. Mais effectivement, on anticipe
qu'il y aura des aides publiques qui sont versées aujourd'hui, il y en a nombreuses, des centaines de millions d'euros, Voilà. et on anticipe le fait qu'un jour il sera interdit de financer autre chose que ce qu'il y a dans la taxonomie verte, future, bientôt Voilà. durable et sociable également, mais c'est une anticipation, et qu'une anticipation qui commence à avoir un certain nombre d'impacts, parce qu'on parlait au tout début de l'obligation verte de la Commission européenne, là, les 250 milliards. Vous savez qu'il y a eu un plan européen dans le Green Deal et dans le plan de relance à 750 milliards, dont une partie financée par des obligations vertes. Et ces 750 milliards-là doivent être verts. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est allée à la France, et la France, dans ce qu'elle finance, elle doit respecter la taxonomie. Et donc il y a aujourd'hui des projets qu'on ne pourra pas financer, qu'on n'a pas eu le droit de financer, en raison de l'application de la Et taxonomie. là, on est dans la vraie chose. Là, on est dans quelque chose de sérieux pour le coup. Mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, on pourrait appeler l'obligation rouge. Là, on est sur une contrainte sur le financement public. Et ça, c'est fondamental. Si on a réussi sur les énergies renouvelables en France, c'est parce qu'on a massivement subventionné. Enfin, je veux dire, il y a un rapport de la Cour des comptes qui parlait, mais du début jusqu'à la projection finale de 120 milliards d'euros, c'est un mécanisme de garantie de rachat. Et avec les prix, là, ça s'est inversé, on doit être plutôt à 40-50. Et donc, c'est de l'argent public qui est mis pour rendre les actifs investissables. Ouais. Et donc là, on est dans la... Et ça n'a rien à voir avec le fait que l'émetteur, machin chose, émette une obligation verte ou pas. Là, c'est là que ça se joue, en fait. Voilà. On approche effectivement bientôt de la fin du débat. Peut-être pour résumer, et chacun si vous pouvez, parce qu'en plus il y en a qui nous ont rejoint en cours de route, peut-être résumer un peu votre position. J'ai l'impression que voilà, on l'a vu, il y a des points de désaccord, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un point d'accord. J'ai l'impression que pour vous, si on revient sur les obligations vertes, c'est plus la base vers quelque chose qui pourrait devenir meilleur et vraiment contraignant ou puissant par la suite. Est-ce que j'ai bien résumé la position ? Ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire un peu sur 1 à 2 minutes en gros pour résumer un peu votre propos ? Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez bien résumé. Les obligations vertes, c'est un premier pas, parce qu'effectivement, c'est pas ça qui est ce que je disais au début, c'est pas la pierre philosophale, c'est pas ça qui va régler le problème du climat. Ça, c'est un point d'accord. L'objectif, c'est la première marche pour verdir la finance. Aujourd'hui, l'objectif essentiel, c'est que les flux financiers soient redirigés vers ce qui est favorable au climat et à l'environnement et partir de ce qui est défavorable. Le fait de commencer à dire, voilà, ça, ce financement, ce projet, il est vert, c'est la première étape. Après, il faut arriver à 100% des flux financiers qui soient tagués vert. Et ça, on n'y est pas. Mais en tout cas, il faut bien commencer par 1%, 2%, 3%. Comme le bio s'est imposé, l'alimentation bio en France s'est imposée, au début, le bio, il n'y avait que 1% des produits qui pouvaient avoir le label. Aujourd'hui, c'est 20 à 50%. Et donc, peut-être demain, 100%. En tout cas, c'est un premier pas. Et donc, il faut l'encourager, je pense, mais avec des obligations derrière, pas des obligations vertes, mais des règles, de la réglementation, un encadrement qui fait qu'on doit tendre vers 100% des financements qui doivent être considérés comme verts, obligations vertes ou autre forme de produits financiers. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, actuellement, l'objectif de la Commission, à travers ces 30% qui sont censés financer des projets verts, c'est effectivement, finalement, peut-être peu importe si on comprend peut-être le débat, que ce soit financé par des obligations vertes ou des obligations normales, le fait est que 30% des subventions, des aides d'État aux États doivent servir à financer des projets verts dans ces États. Ce qui est une contrainte, du coup, pour les gouvernements, en tout cas en théorie, à voir quels sont, du coup, les critères de la Commission sur les projets en eux-mêmes. Julien Le Fournier, même question, peut-être le résumé de ce que vous aimeriez que les auditeurs en retiennent. Oui, là où je vais différer, c'est... j'ai souvent ça d'ailleurs, au bout du bout, les gens me disent « Ok, ça sert à rien, mais c'est un premier pas ». Mais pour reprendre ce que disait Nicolas Hulot sur les petits pas, justement, moi, mon problème, c'est que je considère que ce n'est pas un pas, justement. Ça sert exactement à rien, en réalité. On a mis le doigt sur les sujets. Le sujet, c'est les vrais financements publics, où est-ce qu'ils vont, etc. C'est-à-dire la transition, en fait. Parce qu'encore une fois, on peut émettre, et d'ailleurs, il y en a de plus en plus d'obligations vertes, mais et souvent, d'ailleurs, il y a des gens qui verdissent des encours existants. Tout d'un coup, bim, on en a un gros stock qui préexistait, qui devient vert, ça n'a aucun intérêt. Et donc moi, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt négatif parce que ça crée une énorme confusion. Il suffit de parler aux gens. Les gens sont complètement perdus, en fait, et on donne l'apparence d'une transition de la finance qui est complètement inexistante, en fait, puisque la finance ne prend pas sa part, puisqu'il n'y a pas de contribution possible.
des financeurs à travers cet outil qui est une bonne vieille obligation en fait. Je veux dire, c'est l'outil le plus vieux de la finance qui doit avoir quelques milliers d'années. Et donc pour moi, c'est tout à fait négatif parce qu'on est dans l'évitement du sujet avec quand on se balance ces montants, ces milliards, comme ça on se fait un peu plaisir. Donc on donne le moyen aux gens qui veulent se rassurer de se faire plaisir. Mais tous les sujets de fond, le sujet de fond c'est le financement. Qu'est-ce qu'on dit aux Indiens et aux gens en Asie du Sud-Est qui comptent sur le charbon et qui nous disent c'est pas cher. Et qu'est-ce qu'on fait parce que les 300 centrales thermiques en construction dans le monde, dans les 5 prochaines années, c'est en Asie. Et donc, ces outils-là ne parlent pas du tout du transfert de l'argent des pays riches vers le Sud, par exemple. C'est un évitement complet de ce sujet-là. Et donc, en fait, pour moi, c'est plutôt ça participe d'un ralentissement, en fait, et d'une stratégie extrêmement confuse, peut-être même volontaire pour certains acteurs. À bannir, donc. Très bien. Je vais laisser le mot de la fin à Juliette et je vais repasser en régie pour la clôture de slide. J'ai l'impression que finalement on revient en fait sur la question de la finance verte plus largement. Donc il y a un gros débat sur est-ce que la finance peut être conciliée en fait avec l'écologie simplement parce que vous en avez déjà parlé pendant le débat, mais il y a un objectif de rentabilité. Donc finalement on se repose toujours la question de est-ce qu'on peut concilier rentabilité et écologie. Mais en tout cas, on voit que là, sur les obligations vertes spécifiquement, le débat est très complexe, très technique aussi. Donc je vous remercie d'être venu ici ce soir. Merci. Est-ce que vous avez peut-être une dernière chose à ajouter Non, merci. Écoutez, vous pouvez lire les articles que nous avons rédigés dans ce magnifique numéro du Drench. Ils sont dans la version papier, tout à fait. Et ils sont aussi sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et merci à tous et on espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Gardez précieusement les 300 pages de taxonomie verte pour dormir le soir en cas de besoin. Mais ça